Et à la fin, quand c'est terminé, il y a rien. Il y a même pas un rendez-vous obligatoire chez un psychologue ou chez voilà pour vous aider à encaisser le fait que ça soit un échec. Il y a énormément de couples qui ne survivent pas à la PMA. Le rendez-vous psy, je trouve qu'il est plutôt pour se dédouaner. Hein, c'est un petit côté un petit peu genre voilà, donc vous savez ce qui va vous arriver, vous signez là et on n'est pas responsable. Je débarquais avec mon utérus, c'était mon utérus et puis point barre quoi. La personne qui avait autour de l'utérus, elle n'existait pas, elle comptait pas. Ce qui est difficile comme position, c'est que finalement on attend qu'un enfant soit abandonné pour qu'en avoir un. Psychologiquement, c'est un petit peu difficile. En fait, on n'existe pas on s'est pas senti exister en tant qu'humain. Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Christelle et Johan qui nous parlent depuis la région de Bordeaux de leur parcours. Nous allons aborder un sujet que nous n'avons pas encore abordé dans le podcast, l'adoption. Christelle et Johan se rencontrent en 2003 et décident en 2006 de fonder une famille. En essai à la cool, entre guillemets, pendant quelques années, c'est en 2010 qu'ils décident de consulter un gynéco. Et là, le choc. Pas de spermatozoïdes. Direction la PMA. Entre-temps, Johan perd sa maman et ils décident tous deux de faire un break de la PMA en 2012 pour vivre ces moments difficiles avec un peu plus de sérénité. Finalement, 1 an plus tard, Johan réalise qu'il souhaite plus que tout fonder sa famille et demande Christelle en mariage. Spoiler, elle accepte. En reprenant le chemin des couloirs de la PMA, il découvre un terrible diagnostic, un cancer testiculaire chez Johan. Après plusieurs opérations, une biopsie, un mariage, une chimio très intense et un voyage de noces, ils reprennent la FIV en 2014. Entre-temps, et après la 3e FIV, ils apprennent que l'adoption sous X dans leur département est plus compliquée après 35 ans. Alors ils décident de lancer le processus d'agrément en parallèle au cas où. Et c'est en 2020 qu'ils font la rencontre de l'amour de leur vie, le petit Ozzy. Dans ce nouvel épisode, nous parlons du parcours long de 14 ans pour que Christelle et Johan deviennent parents. Nous discutons aussi de l'aspect déshumanisant de la médicalisation du parcours et nous le mettons face au parcours profondément humain et empathique qu'est celui de l'adoption. Nous parlons de l'impact et de l'accompagnement psychologique de la PMA et discutons de la gestion de nos émotions, voire même de la solidité des couples quand la PMA est un échec. Finalement, nous discutons de stérilité masculine au sein du couple et de comment les hommes vivent stérilité et masculinité. Johan nous donne même des pistes de réflexion pour changer notre regard en tant que société. Encore une très belle rencontre, je suis très heureuse de vous présenter à Christelle, Johan et Ozzy. Belle écoute. Bonjour Christelle et Johan, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc à venir raconter votre histoire. Comment allez-vous et d'où est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Bonjour, on vous parle depuis chez nous. On est installé à Saint-Sorin-Solly, c'est près de Bordeaux, à la campagne, et ça va très bien. Voilà, pareil. On s'est installés tous les deux dans le bureau avec tout le petit matériel qu'il faut et puis voilà, en Gironde. Bon, super. Alors, bienvenue par ici. Est-ce que, avant de commencer, vous pourriez vous présenter? Est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice croisé, c'est-à-dire que Johan, tu présentes Christelle, et Christelle, tu présentes Johan. Alors, je vais commencer donc par Johan. Donc, Johan, il a 40 ans. Il est directeur opérationnel dans une entreprise qui vend du matériel informatique. En ce moment, il fait beaucoup de télétravail, donc très disponible à la maison. C'est mon amoureux. On est ensemble depuis 2003 et on s'est mariés en 2013. Super. Donc, je vais vous présenter Christelle. Donc, Christelle a 39 ans. C'est ma femme depuis bientôt 17 ans. On s'est mis ensemble très vite parce que c'est quelqu'un de formidable avec qui avec qui je suis très heureux de vivre. On a même travaillé ensemble et ça s'est bien passé. Maintenant, elle a décidé de rester à la maison pour s'occuper de notre fils, ce qu'elle fait très bien. Nous vivons heureux depuis maintenant une dizaine d'années, 17 ans. Ouais, presque 20 même. Presque 20 même. Ok, super, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, les amoureux, donc j'ai compris que vous êtes ensemble donc depuis 17 ans, vous êtes mariés depuis 7 ans, si j'ai tout suivi. Oui.
Est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce que le projet bébé est arrivé dans votre couple? Vous dites que vous vous êtes mis en couple assez rapidement. Qu'en est-il du projet bébé? Alors, moi, le projet bébé, c'est quelque chose que j'avais même avant de le rencontrer. Donc, c'est venu très rapidement sur la table. Après, Johan a eu besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, on s'est décidé en 2006 à arrêter, on va dire, la contraception sans se prendre la tête non plus, sans calculer quoi que ce soit. Ouais. Donc, c'était vraiment quelque chose on arrête et ça arrivera quand ça arrivera. Okay. Oui, ça a été c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite de mon côté, parce que j'ai pas eu une enfance extrêmement facile. Et j'avais besoin d'être assez sûr de moi pour être sûr que certains schémas ne puissent pas se reproduire. Euh, du coup, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Et ça a délayé un petit peu le départ la mise en œuvre pour essayer d'avoir le bébé. D'accord, c'est une jolie manière de le dire. Très bien. On remarque en 2006, ça faisait du coup, si j'ai tout compris, que 3 ans que vous étiez ensemble. Enfin, c'est pas. Ça faisait que 3 ans, finalement, c'est pas si énorme que ça, mais comme moi, je vais être sans doute un peu sollicitante. Voilà, un peu sollicitante, un peu pressante. Pour moi, ça m'a semblé long. C'est vrai que ça peut sembler court à la plupart des gens. Ouais. Non, bien sûr, quand tu es en attente, c'est clair, j'imagine. D'accord. Ok. Très bien. Donc du coup, vous étiez, enfin, je veux dire, tout allait bien. Vous étiez en bonne santé l'un comme l'autre. Comment est-ce que du coup ce projet bébé s'est déroulé de votre côté? Au début, on s'est pas trop posé de questions. Voilà, on était quand même assez jeunes, donc on avait notre vie, on avait pas mal d'activités, donc on n'a pas vraiment eu l'impression que ça a tardé. On a commencé à s'en inquiéter un peu, enfin Christelle surtout, plus que moi, sur le fait que ça mettait du temps, que c'était pas forcément normal. On est fini par aller voir une gynéco pour essayer de comprendre ce qu'elle est pas. Au bout de combien de temps vous êtes allé voir une gynéco? La première gynécologue, que je dise pas de bêtises, on a quand même mis relativement longtemps. Je pense que la première, on a dû quand même attendre bien 3-4 ans. Ouais. Donc vous preniez vraiment pas la tête, quoi. Vous y alliez un peu à la cool. Non, pas du tout. Ouais, d'accord. On s'est pas vraiment posé de questions. On espérait que ça arrive comme ça. Moi, je pense que j'avais besoin d'encore un petit peu de temps, donc j'ai pas forcément fait part de mon inquiétude sur le fait que ça arrive pas. Christelle a commencé à s'en préoccuper un peu plus, essayer de faire un peu attention, on va dire au moment où ce genre de choses mais bon, voilà, on pas plus que ça, quoi. Au moment de l'ovulation, Pas vraiment voilà au moment adéquat. Mais voilà, on n'a pas fait plus que ça jusqu'à qu'on aille voir la gynéco. Ouais, et puis moi, j'avais quand même dans l'esprit que ça prendrait sans doute du temps parce que j'avais pas des cycles qui étaient super réguliers. Ça m'arrivait d'avoir des grandes périodes sans règles. J'ai ma propre mère qui a eu elle aussi des difficultés à me concevoir. Donc pour moi, dans ma tête, ça allait prendre du temps. Donc c'était normal. Effectivement, au bout d'un moment, moi je travaillais, je voyais mes collègues tomber enceintes. Ouais. Elles faisaient leur premier enfant et puis elles faisaient leur deuxième enfant. Donc forcément, au bout d'un moment, on finit par avoir un doute. Ça motive. D'accord. Donc du coup, si je suis bien, ça n'arrive pas, vous n'êtes pas particulièrement stressé, mais au bout de 3-4 ans, donc quoi, 2009-2010, vous allez voir un gynéco. Le gynéco, du coup, vous fait faire quelques tests. Qu'est-ce qu'on vous propose? Comment est-ce qu'on vous accueille dans votre projet bébé à ce moment-là? Alors cette première gynécologue, ça a pas été le coup de foudre pour nous. Non, pas vraiment. Voilà, on a commencé par les courbes de température et la prise de sang pour l'examen hormonal pour moi, et elle a prescrit un spermogramme pour monsieur. Donc du coup, il a fallu faire un spermogramme, ce qui est une expérience assez comment dire, assez particulière, surtout que c'était pas très bien équipé là où dans le labo. Mais au retour d'examen, quand on a eu le résultat de cet examen-là, on l'a présenté à la gynéco. Et le retour de la gynéco a été extrêmement désagréable. Je pense que c'est pour en grande partie pour ça que, enfin, de mon point de vue, on l'aime pas trop. Puisque la seule chose qu'elle m'a dit, en gros, après avoir regardé l'examen, c'est de toute façon pour vous c'est pas la peine. Et puis après elle m'a plus jamais regardé de l'entretien. Comment ça? Et voilà, en fait il y avait, je crois qu'il y avait une centaine de milliers de spermatozoïdes, ce qui est largement en dessous de la moyenne, puisque normalement c'est plusieurs millions. Du coup c'était évident que ça venait de ça, d'autres problèmes pour avoir un bébé. Donc du coup moi tout ce qu'elle m'a dit c'est au vu du résultat, pour vous c'est pas la peine, donc on va passer à autre chose. Et c'est tout.
Ah, vache. Donc ça a été un peu hard. J'ai pas souvent que j'ai la larme à l'œil, mais quand je suis sorti, ça m'a un peu secoué. Bien sûr. Surtout que c'est quand même quelque chose comment dire, d'un petit peu particulier. Enfin, pour un homme, c'est quand même quelque chose dans notre société, on explique bien quand même la virilité, tout ça, c'est quand même très lié à ce genre de choses. Quand on vous annonce ça comme ça, Et puis c'est surtout un sans aucun peu, accompagnement ni explication. Enfin, voilà, sans te balance ça dans la explication, tronche, quoi. sans rien. Donc déjà, la première nouvelle, c'est bon, alors ok, donc je peux pas avoir d'enfant, on vous explique pas trop enfin, en tout cas, pas facilement. C'est de sa faute. Enfin, on apprend au passage, j'apprends que c'est de ma faute, ce qui m'enthousiasme pas vraiment. Non pas que j'aurais préféré que ça soit de la faute de Christelle, mais c'est toujours embêtant de se dire, bah en fait, ça fait des années qu'on perd du temps parce que ça marche pas de mon côté. Je me suis pas senti bien vis-à-vis de Christelle pour ça, Ouais. qui a toujours été très formidable là-dessus, hein, mais c'est quelque chose qui m'a quand même secoué. Et en plus, ça remet en cause pas mal de choses puisque comme je disais, dans nos sociétés, il y a quand même un côté très lié à ça, sur la virilité, sur tout ça, où du coup, ça oblige à se poser des questions derrière. Alors tout est pas venu d'un coup comme ça, mais ouais, c'est assez désagréable quoi. Et il y a vraiment pas eu aucune empathie de la part de la D'accord. gynéco sur l'annonce, en me prenant ne serait-ce qu'un petit peu de gants pour m'annoncer voilà que c'est pas bon quoi. Donc du coup, je l'ai pas aimé. Du coup, on n'a pas continué avec elle. Ouais, Ce qui a donc, retardé encore notre prise en charge, etc. ouais, d'accord. Donc du coup, vous sortez de là avec ces nouvelles qui sont, bah voilà, qui remuent quoi, comme vous dites. Vous cherchez tout de suite un autre gynéco ou vous prenez le temps un peu de digérer tout ça? Comment ça se passe? Je pense qu'on a pris le temps un petit peu de digérer, parce que nous, on n'a jamais été des furieux des médecins, on va dire. Donc, forcément, on prend toujours un petit peu de temps. Et puis, on a déménagé aussi entre-temps. Et on s'est installé dans dans notre village. On n'était pas encore dans cette maison-là, mais on était dans ce village-là. Le temps de trouver une gynécologue qui prenne des nouveaux patients, parce que ça aussi, c'est très rigolo. Et ben, ça a mis encore plus de temps. Et je sais que j'ai pris rendez-vous, j'ai trouvé cette gynécologue qui m'a été recommandée. Et mon rendez-vous était 9 mois plus tard. Donc déjà, on a Waouh. perdu pas mal de temps à ce niveau-là. Ah bon, après, la vie a fait qu'on était très pris. Yoann a perdu sa maman entre-temps, donc c'était pas le Priorité. centre de notre vie, quoi. Ouais, bien sûr. C'est une période qui était assez mouvementée et difficile pour nous. Moi, la perte de ma maman, c'était le dernier membre de ma famille, donc Mhm. ça a quand même été un moment très dur parce qu'elle avait 62 ans, donc elle était quand Ouais, même super jeune. jeune. Du coup, ça nous a pas mal secoué. En plus, moi, j'étais très proche d'elle. On allait la voir régulièrement. C'est quelque chose. Plus forcément, ça s'est mal passé avec mon demi-frère, donc ça a compliqué les choses pendant un an. Ça a duré quasiment. Donc Mhm. ça a un petit peu tout délayé, puisque voilà, son décès était lié à une maladie, à un cancer qui a été très dur pendant quelques mois. Ensuite, il y a eu la période le après qui a été encore plus dur avec mon frère. Du coup, on a tout reporté en se disant bah tant pis, on le fera après. On n'avait aucune envie à ce moment-là. Enfin, c'était pas propice pour nous de s'occuper d'aller faire un parcours, de commencer à rentrer dans un parcours médical, puisqu'on savait de toute façon qu'il y aurait cette partie-là qui Ouais. viendrait, même si on savait pas trop quelle forme elle aurait. Euh, on, s- on a toujours entendu dire que c'était, en tout cas moi, que c'était contraignant. Mhm. On n'avait pas envie de se lancer là-dedans, alors qu'on avait des contraintes et des choses difficiles à gérer à ce moment-là. Ouais, non, je comprends. C'est voilà, bon, chaque chose en son temps, quoi. Dans ces moments-là, on peut pas tout faire en même temps, surtout des choses qui sont aussi prenantes. Et qui sont diamétralement opposés, Ouais, bien parce qu'il y sûr. a quand même quelque chose qui est très triste d'un côté et quelque chose qui est plutôt l'inverse de l'autre. Et du coup, Bien c'est sûr. assez difficile de mener les deux de front. Bien sûr. Ouais, je comprends. D'accord. Ok. Donc du coup, voilà, vous prenez donc le temps de gérer ce qui se passe de ton côté de la famille, du coup, Johan. Quand est-ce que du coup vous décidez donc que c'est le bon moment ou en tout cas du moins un meilleur moment pour vous repencher sur ce projet alors? Presque un an après le décès de sa maman, on avait ce fameux rendez-vous qui était planifié. Et cette gynéco-là, elle a repris un petit peu tout depuis le début en termes d'explication. Elle nous avait même fait des dessins, je me rappelle très bien, sur comment on faisait les bébés. Comme elle savait, hein, elle était venue avec nos examens, elle n'a pas cherché non plus à tergiverser. Elle nous a envoyé directement en centre de PMA. Après m'avoir fait faire l'hystérosalpingographie qui est revenu normal.
Et elle nous a envoyé directement en centre de PMA. Donc on est rentré en PMA, je pense que c'était vers février 2014. Si je dis D'accord. pas de bêtises. Je voudrais revenir sur le déclic en fait, qui a en partie, en tout cas pour moi, provoqué la reprise de tout ça. C'est pile poil un an, parce que c'est un an, vraiment un an après la mort de maman. C'est quand j'ai demandé Christelle en mariage, Mmh. parce qu'en fait, moi j'étais arrivé à un stade où j'avais plus de famille, et je me suis dit que je voulais construire la mienne maintenant, puisqu'il y avait j'avais plus enfin il y avait plus ça, et j'ai décidé de la construire avec ma femme, enfin celle qui est devenue ma femme maintenant officiellement, et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut qu'on essaye de construire tout ça et d'avoir un enfant. Enfin, donc pour moi, à partir de là, c'était acté, il fallait qu'on y retourne. Ça a vraiment été le déclic à ce moment-là, quand tout a été terminé avec Mmh. du côté de ma mère et de mon frère, ça a vraiment été le déclic où je me suis dit ça y est, il faut que je construise quelque chose. Je peux pas continuer comme ça sans vraiment démarrer cette construction de famille avec Christelle. D'accord, donc du coup, il y a ce déclic du côté de Johan. Vous vous remettez du coup en route et donc vous partez donc direction la PMA. On est donc en 2012. Vous choisissez votre centre et donc il y a on vous refait faire des examens ou on vous oriente directement vers un traitement. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé? On refait faire les examens de base, les sérologies, le spermogramme, C'est encore moins bon. qui était encore moins bon, oui. Voilà, petite anecdote, il y en avait un. Il y en avait qu'un seul. Voilà, il y avait qu'un seul spermatozoïde, et en plus pas très en forme. Voilà, il était D'accord. tout seul. C'était donc du coup ça, ouais. Ouais, donc Au moins là, c'est c'était arrivé tout seul, sûr quoi. Ouais. que ça avait pas, que ça pouvait pas marcher avec Mhm. ça. Il était tout seul, et en plus extrêmement feignant, visiblement. Oui, du coup, on était même pas, on pouvait même pas faire de FIV avec ces résultats-là. Donc, il a fallu que Johan fasse des examens plus approfondis. Je suis allé faire une échographie des testicules, qui est un moment, je pense aussi désagréable que pour vous du coup, en termes d'examen. Qui a été pareil, ça a été une expérience un petit peu bizarre quand on a fait cette échographie. Je me souviens la personne je sais pas quel est le nom de la personne qui fait ça, qui fait l'échographie, mais c'est arrêté en plein milieu en disant en me demandant de faire de souffler, parce que ça permet de faire circuler le sang, enfin de souffler en bouchant le nez, enfin, comme Mhm. si je voulais faire déboucher les oreilles, et il a bloqué sur la vue, puis il a tout rangé. Et après, il m'a remis une petite enveloppe avec les trucs dedans. Il m'a dit, bon, alors, en sortant, faut prendre rendez-vous avec l'urologue. C'est pas grave, mais il faut le faire tout de suite. Ah ouais, d'accord. Et Pas rassurant. du coup, voilà, très rassurant. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a Enfin voilà, j'ai posé la question. Il me dit, et sa seule réponse, à chaque fois que je posais la question, c'était, c'est rien, c'est pas grave, mais allez voir l'urologue en sortant. D'accord. Et il a pas voulu me dire ce que c'était. Du coup, c'était quand même un petit peu stressant. Surtout que je suis allé voir l'urologue en sortant du coup, puisque c'est l'avantage, comme c'est un centre où il y a tout, le bureau est en face, donc je suis allé en face prendre mon rendez-vous, et là la personne de l'accueil m'a dit ah oui, vous savez, l'urologue il part en vacances dans 3 semaines, le rendez-vous ce sera pas avant plusieurs mois. Bon, ok, je dis bon, voilà. Je lui donne l'enveloppe, elle regarde l'enveloppe, elle me dit il va vous recevoir demain soir. Ah, la vache. D'accord. Et, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc, je crois que tout le monde m'a dit ça à chaque fois. Sérieux? Ça a été un petit peu bizarre comme moment. T'as dû flipper. Euh, oui, oui, un petit peu quand Ah même. ouais. Mais surtout qu'au bout d'un moment, je veux dire, il y a Internet, ça existe, ils le savent, donc on finit par regarder qu'est-ce qui pourrait provoquer une urgence comme ça. Et les diagnostics, enfin enfin, après vous connaissez le problème, tu vois, tu tombes sur Doctissimo et à la fin tu finis avec je vais mourir dans 2 heures, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant comme situation. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai eu mon rendez-vous le lendemain avec l'urologue pour le coup. Donc qui a fait son examen aussi, c'est un moment très agréable aussi d'ailleurs, et qui à la fin
Il m'a expliqué qu'en gros, il y avait un nodule sur un des testicules, que ça faisait une masse un petit peu dure, mais bon, pour lui, c'était pas inquiétant parce que déjà, j'étais pas très vieux. Enfin, je suis toujours pas très vieux, mais j'étais encore moins vieux à l'époque. Et que bon, vu que c'était pas extrêmement dur, ça devait juste être bénin. Voilà, mais il nous a dit à 99,9%, ce n'est pas cancéreux, puisque c'était ça l'inquiétude principale quand on faisait des recherches là-dessus. Voilà, c'est pas cancéreux, vous risquez, c'est rien. Dans le doute, on va faire des examens, mais voilà. D'accord. Okay. On a enchaîné. Ça correspondait à peu près à ce que tu avais trouvé en passant ton doctorat. Ça correspondait à ce que j'avais trouvé du coup, mais à part que bon, tout ce que j'avais trouvé était extrêmement alarmiste, genre oh mon dieu c'est ça, alors que là lui était plutôt cool en me disant non, voilà, avec votre âge, avec tout ça, c'est pas le cas. D'accord. Au final, je me suis fait opérer une première fois, où ils en ont profité pour faire ils ont fait un prélèvement. Pour savoir ce que c'était. Je crois pas qu'ils aient fait la ponction à ce moment-là, hein, c'est la fois d'après. Ils ont fait la biopsie. Ils ont fait la biopsie testiculaire pour récupérer les spermatozoïdes à ce moment-là. C'est pour faire les paillettes pour pouvoir être utilisés après pour les FIV. Non d'ailleurs, ils l'ont pas fait à ce moment-là. Si. D'accord. Oui. Bon, j'y fais plus confiance là-dessus. Je me rappelle plus trop parce qu'il y a les traitements après pour la douleur sont assez élevés et j'ai des petits problèmes de chronologie sur cette période-là. D'accord. Et du coup, je mélange quelques petites périodes à ce moment-là. Voilà, c'est parce que c'est très douloureux le après de ces opérations-là. Donc ils m'ont fait la biopsie testiculaire. Ils ont récupéré les spermatozoïdes qu'ils ont envoyés au sécos et ils ont retiré le nodule. Qui lui a été envoyé dans un centre qui spécialisé à Paris où ils font les analyses pour savoir si c'est cancéreux ou pas. J'ai fait mon scanner corps complet, j'ai fait mes prises de sang pour savoir s'il y avait des marqueurs et tout est revenu négatif, tout allait bien. Là, je commençais à être un peu rassuré. Voilà, j'avais hormis le fait que c'était très douloureux. Disons qu'en gros, l'effet secondaire est voilà, ça fait un testicule gros comme un pamplemousse après. Donc c'est extrêmement douloureux. Voilà, puisque vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus bouger, vous pouvez plus, voilà, Ouais. Pendant combien de temps? C'est très désagréable. Ça dure facilement 3 semaines. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, pour rentrer dans le détail, les testicules sont juste suspendus par leur canal, en gros, et dans les bourses. Les bourses sont extrêmement extensibles, donc ça pas de souci. Mais le canal en lui-même, non. Et ça fait énormément de poids d'un seul coup à un endroit où il devrait pas y en avoir. C'est extrêmement désagréable. C'est très douloureux et c'est très handicapant parce que là, du coup vous pouvez rien faire. Vous restez assis. En plus il y a la cicatrice, hein, il y a l'opération elle-même. Donc heureusement, ma femme a été extrêmement serviable, voilà, puisque moi je suis resté vissé à mon siège pendant 3 semaines quasiment. Okay. J'étais arrêté au niveau travail et tout. En plus, j'ai la chance d'avoir un boulot qui me permet une certaine liberté sur mes emplois du temps, sur pas mal de choses. Donc ça, sur ce niveau-là, ça s'est bien passé. Okay. On a eu 4 paillettes, ce qui était nos 4 essais finalement. Du coup, donc ce qui était pas mal, c'était une bonne nouvelle, parce qu'on avait pendant un moment on a craint qu'on puisse rien avoir vu que il y en avait qu'un à la sortie. Donc voilà, visiblement ça marchait suffisamment en tout cas pour avoir ça. Ouais. Et une fois que j'ai commencé à me remettre de ça, on a eu les réponses pour le nodule. D'accord. Et il s'est avéré que malgré le côté très positif de l'urologue, en fait, j'ai fait mentir ses statistiques et du coup, c'était bien un cancer. Ce qui veut dire que je suis repassé sur le billard derrière. Alors, c'est assez spécial aussi comme truc parce qu'on vous pose des questions un peu. On est allé voir je vais revenir un tout petit peu en arrière sur l'annonce, mais on est allé voir l'urologue avec Christelle, qui nous a annoncé donc la bonne nouvelle. Et qui m'a posé une question auquel je m'attendais pas et qui m'a demandé si je voulais avoir une prothèse testiculaire ou pas pour remplacer le testicule qu'ils allaient enlever, puisqu'ils enlèvent celui qui est atteint. Et je n'avais jamais pensé à je m'étais jamais posé la question de si je voulais une fausse couille. Je suis désolé pour le mais voilà, ça ne m'était pas venu à l'esprit qu'on puisse je savais même pas que ça existait. Donc voilà. Donc finalement, on en a discuté, on a fait ça collégialement puisqu'on a fait un repas avec mes amis où j'aurais annoncé pour le cancer et pour ça. Donc bon voilà, c'était un petit sujet de plaisanterie. Bon, j'ai pas pris. Voilà. Après, avec le recul, on a compris à quoi. C'est surtout utile pour des gens qui veulent
pas que ça se voie, qui veulent pas ou qui ont besoin de se rassurer un petit peu là-dessus. Je suppose que quand c'est les deux, peut-être que ça se pose un peu plus, mais bon, on va pas juger ça très important, surtout qu'il y a des voilà, il y a des effets secondaires quand même derrière qui peuvent être un petit peu Tous les matins, embêtants. il faut la mettre en place. Voilà, il faut la remettre en place tous les matins. Il faut s'assurer que ça cicatrise bien au bon endroit. C'est un peu bizarre, donc voilà. On s'est facilité la vie. On a dit que non, c'était pas grave. J'ai pas, voilà, je me suis dit que ça ne changerait rien à ma vie d'en avoir une fausse. Et du coup, je suis repassé. Voilà. Après, on a eu une deuxième opération. Enfin, j'ai eu une deuxième opération où ils ont retiré ce testicule-là. Un tout petit peu moins d'un mois après, donc je commençais juste à m'en remettre. Donc ça a été encore plus douloureux que la fois précédente, parce qu'il y a eu deux opérations au même endroit. Là, par contre, le corps n'aime pas ça. Donc du coup, les antidouleurs ont largement augmenté en termes de quantité. Donc là, j'ai des gros problèmes de temporalité à ce moment-là. On était en plein mariage. Alors j'avais eu la bonne idée de m'en occuper avant des tâches qui m'avaient quand c'était réparti. Je m'en étais occupé au début. J'étais tellement à l'ouest qu'à un moment je me demandais si je les avais faites, alors que je m'en étais occupé avant les opérations. Donc c'était quand même un petit peu voilà. Et j'étais très inquiet sur le fait de pouvoir profiter du mariage et danser avec ma femme. Mais bon, ça s'est bien fait. Je vais faire un petit peu avant le mariage pour avoir une idée. Un mois. Un mois avant. D'accord. Ah oui. Comme ça avait duré 3 semaines la fois d'avant, c'était vraiment inquiet, quoi. un petit peu stressé. Et quand on est arrivé au mariage, ça allait. J'avais plus d'antidouleurs ou très peu. Donc du coup, j'ai pu profiter de mon mariage, voilà, qui était un très bon moment et tout s'est bien passé. Voilà l'aventure pour cette partie-là qui a été comment dire pleine de rebondissements et qui a retardé encore une fois un petit peu tout puisque du coup il fallait attendre que l'opération soit faite pour pouvoir faire la suite, pour pouvoir récupérer les paillettes. Il a fallu passer la chimio aussi. Ça a été un traitement court parce qu'ils appellent ça comme j'avais aucun marqueur, rien. Ils ont fait ce qu'ils appellent une chimio flash. En gros, c'est pour nettoyer l'organisme. Donc en fait, ils nous injectent la dose maximum. Et si j'ai bien compris ce que m'a expliqué l'oncologue, en gros, ils injectent la dose maximum que j'étais capable d'encaisser pour nettoyer l'organisme en une seule fois, et après on retourne plus le voir. D'accord. Donc c'est un peu violent, du coup, comme traitement, parce que la chimio, c'est quand même pas, enfin l'organisme, pour lui, c'est un gros choc. Donc j'ai été malade pendant un petit moment après. On a réussi à négocier qu'on a attendu une semaine pour la faire une semaine après le mariage, puisque quand même. Vous avez quand même pu profiter de ce super moment du mariage. Voilà, on a profité du mariage et on a négocié que ça soit pas fait parce qu'au début elle nous dit bon on va le faire le lundi, parce que bah non on se marie le week-end, donc, du coup elle nous a dit on va le faire le jeudi, donc c'était sympa, on a eu quelques jours de répit. Pas traîné, quoi. Non on n'a pas traîné puisque le but c'est d'éviter que ça puisse se propager, parce qu'en gros le souci, enfin c'est le fonctionnement du cancer, ça se propage dans le corps et ça peut affecter d'autres organes. Comme moi j'avais rien, c'était très peu risqué, mais à partir du moment où ils ont fait l'opération, il pouvait très bien y avoir quelques cellules qui se baladent, qui soient pas passées, voilà, ou qu'à certains endroits il y a eu un nodule qui soit développé, mais qui soit trop petit pour être vu au scanner ou avec les marqueurs, comme celui que j'avais sur les testicules d'ailleurs, puisque au marqueur ça ne se voyait pas. Donc dans le doute, ils passent tout au Karcher en gros pour être sûr qu'il y a rien qui soit resté planqué dans un coin. Donc il faut pas attendre, parce que plus c'est fait proche, plus il y a de chances que ça soit efficace. Bien sûr. Donc du coup ils ont fait ça le jeudi, donc j'étais encore malade pendant un petit moment. Puis après ça tombait l'été, le centre lui était un peu en vacances. Voilà, on a fait une petite pause le temps que je me remette un peu parce que quand même ça faisait beaucoup émotionnellement et puis on a profité un peu avant de reprendre l'année suivante, début 2014. Où là on s'est remis vraiment dans la five, mais on a pris notre temps pour reprendre notre rendez-vous parce que on avait besoin après toutes ces émotions. Mais il y a eu un moment où il fallait y retourner. Je sais que moi personnellement, mentalement, j'avais pas spécialement envie, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je crois que c'était en janvier, j'ai eu absolument tous les symptômes d'une grossesse qui n'en était pas une. Je le savais, puisque c'était pas possible. Mais c'était clairement mon corps qui me disait allez, on y retourne, vas-y, prends ton rendez-vous, c'est important. Et voilà, on y est retourné début 2014.
et on a enchaîné rapidement après, hein. D'accord, donc là, ils vous ont repris tout de Oui. suite en charge et ils ont lancé les traitements? Pour les FIV, donc c'était les FIVX, puisqu'on travaillait sur du matériel congelé. Mhm. Et du coup, bon, les stimulations pour moi comme d'habitude, et puis pour monsieur, ben rien du tout, puisque Ouais. puisque le sécos qui livre les paillettes, mais du coup c'était assez particulier aussi pour lui, vu que déjà je pense qu'en temps normal, les hommes ne sont pas très considérés en PMA, mais alors là, c'est carrément ignoré, quoi. Oui, pas du tout en fait. Moi, je suis venu à chaque rendez-vous avec Christelle pour la soutenir et puis parce que ça me concerne quand même un petit peu. Et en fait, il y a aucune empathie, un peu comme la gynéco d'avant. Il y a il y a pas du tout de très peu d'interaction avec le compagnon, on va dire, qui lui est complètement ignoré. Tous les examens se font, c'est normal puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à vérifier côté pour Christelle, puisqu'il y a eu des prises de sang, il y a eu il y a eu beaucoup de choses pour elle, mais il n'y a pas, au rendez-vous, rien n'empêche d'expliquer les choses aux deux personnes, etc. Et encore une fois, il y a ce côté, je regarde madame, je lui parle. Moi, limite, si on m'a dit bonjour, au revoir et bonne journée, déjà, c'était bien. Ah ouais, ah vache. Voilà. C'est vachement dur. Oui, c'est assez dur parce que déjà, même si c'est Christelle qui subit la plupart des désagréments, on va dire, du coup, avec les piqûres d'hormones, etc. Moi, j'étais là pour la soutenir. C'est quand même quelque chose qui nous concerne tous les deux parce qu'on est tous les deux dans l'attente pour essayer d'avoir un enfant, pour essayer les déceptions, on les vit à deux, l'espoir aussi. C'est assez désagréable d'être le seul finalement à ne pas être considéré du tout. Déjà et puis même quand ils annoncent les résultats des examens, etc., il n'y a pas d'explication de fait. Donc heureusement, Christelle se renseigne beaucoup là-dessus, donc elle a pu m'expliquer en me disant bah oui, ça c'est ça, etc. On a pris l'habitude de se renseigner tous les deux. Christelle est là-dessus, elle a toujours été très active. Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même une parfaite inconnue là-dessus pour les hommes qu'on n'a jamais vu, enfin que je découvrais, alors que ce n'était pas le cas pour elle. Et on n'a pas d'explication du tout. La gynécologue qui fait ça n'explique rien en fait. Ouais. Elle ne dit pas voilà c'est ça, c'est normal, c'est pas normal. Je me souviendrai toujours d'un examen. La gynécologue fait un examen à Christelle et elle dit pendant l'examen, elle dit ah bah ça n'a rien à faire là pendant l'échographie. Comment ça? Et voilà, c'est ce qu'on se dit. Comment ça? Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Quand Johan lui a demandé mais qu'est-ce Ah que oui, c'est c'est, vrai. elle lui a répondu ah ben j'en sais rien, je suis pas dedans. Ah, mais enfin, ta gueule dans ce cas-là, quoi. Voilà. Voilà. Donc c'était un kyste, sauf que elle a juste dit ah ben ça n'a rien à faire là, en mode humour, sauf que nous on n'est pas là pour rigoler, Ah quoi, ouais, hein, clairement. Et puis quand on lui demande mais qu'est-ce que c'est, parce qu'on est inquiet, parce que la dernière fois qu'on nous a dit il y a quelque chose qui n'était pas à sa place, c'était un cancer. Elle nous répond j'en sais rien, je suis pas dedans. J'avais envie de lui répondre bah si, t'étais dedans à l'instant, madame. Donc non, c'est vraiment en fait on n'existe pas on s'est pas senti exister en tant qu'humain. Juste je débarquais avec mon utérus, c'était mon utérus et puis point barre, quoi. La personne qui avait autour de l'utérus, elle n'existait pas, elle comptait pas. Quand on préparait cet épisode, excuse-moi, c'est ce que tu disais, hein, tu disais on va parler qu'à ta femme, et ta femme on la considère sur un utérus avec des jambes, comme un utérus avec des jambes, tu disais. C'est ça, voilà. Il y a que ça qui compte, c'est un utérus qui se déplace, auquel on va mettre, qu'on va traiter. Voilà, le but c'est ça, hein, c'est de lui apporter un traitement et de pas faire baisser les statistiques. On s'en est un petit peu, voilà, il faut fabriquer un bébé et tout ce qu'il y a autour, ça compte pas. Alors en plus, quand on n'a pas d'utérus, là, c'est foutu, quoi. Mais mais voilà, c'est ça l'idée. Et c'est vrai que c'est extrêmement déshumanisé, on va dire, comme. Après, il y a des centres, je veux dire, notre discours est vachement négatif, mais il y a sans doute des centres où ça se passe mieux, avec des gynécologues qui sont un peu plus humains, etc. La dernière FIV, à chaque contrôle, j'ai vu quelqu'un de différent, quoi. J'ai même pas vu la gynécologue qui me suivait de base. C'est quand même extraordinaire, quoi. Et on était suivis dans le privé, c'est-à-dire qu'on faisait des chèques à chaque sortie d'examen, et ils étaient même pas fichus de lire un dossier, de faire suivre toujours par la même personne. C'était une catastrophe. Ouais, c'est sûr. Alors c'est sûr que si ça avait marché, on aurait certainement un a priori plus positif parce qu'on aurait, comme tout bon être humain, on aurait occulté ce qui était pas bien pour garder que le positif. Et comme du coup ça a pas marché, on se rappelle quand même bien de ce qui était pas bien, quoi. Voilà. Et on a quand même peu de positifs d'expérience. Ouais. Donc du coup, au final, vous êtes lancé donc dans 4 FIV qui n'ont donc pas marché, et vous vous êtes tourné en parallèle, en fait, pas une fois que les FIV n'ont pas marché, vers une autre manière de devenir parent. Vous pourriez me raconter un petit peu comment est-ce que vous avez commencé à envisager l'adoption, et comment ça s'est passé?
L'adoption, ça a toujours été quelque chose. Quand on a commencé à parler d'avoir des enfants, etc., on s'est fait notre petit schéma de famille idéale, et on espérait avoir 3 enfants, 2, on va dire naturellement, et un adopté. Ça avait toujours été le cas. On s'est toujours dit, voilà, on aimerait adopter un enfant. Voilà, ça faisait partie de notre projet, de ce qu'on voulait faire. L'un autant que l'autre dès le début. Oui, tout à fait. C'était voilà, pour nous ça nous paraissait être alors bon, on avait une vision un petit peu fantasmée de l'adoption, mais voilà, c'était quelque chose de bien, on se dit c'est cool, on va faire ça et tout. Bon, il s'avère que finalement c'était la seule solution pour nous pour avoir un enfant. On s'est donc orienté là-dessus. On a fait nos petites réunions, tout ça, c'est un parcours assez plein d'émotions aussi, qui est quand même très long. Plus humain par rapport à la PMA? Ah oui. Ah oui. D'accord, non, mais c'est vachement intéressant en fait de comparer les différences justement de votre prise en charge entre ce parcours que vous avez trouvé profondément déshumanisant en PMA et un parcours beaucoup plus tourné vers l'humain sur le chemin de l'adoption. Effectivement, comment est-ce que vous avez été pris en charge? Bien sûr, il n'y a pas d'aspect médical, mais enfin, l'objectif, c'est aussi de faire de vous des parents. Je serais intéressée de voir justement comment ça s'est passé de ce point de vue-là. En fait, on est suivi par une équipe composée d'une assistante sociale et d'une psychologue. Je dis une parce que nous, on a eu des femmes, mais ça peut être un. Elles sont censées évaluer notre capacité à devenir des parents adoptifs, mais elles sont aussi là pour apprendre à nous connaître et pour connaître cet environnement dans lequel elles pourraient être amenées à placer un enfant. Si au début on avait des appréhensions, parce que on se dit on va fouiller dans notre vie, ou quand les gens font des enfants naturellement, on leur pose pas toutes ces questions. On s'est vite rendu compte que c'était nécessaire pour justement pour être sûr qu'on savait ce que c'était que la parentalité adoptive, qui a ses particularités aussi, mais aussi pour nous connaître, parce que c'est tellement mieux de placer un enfant dans une famille qu'on connaît que... En gros, pour nous, il y a voilà, elles ont plusieurs rôles. Il y a un rôle au début qui est vraiment un rôle d'évaluation, pour savoir comment on est psychologiquement, si on est solide. Il y a quelque chose d'important, c'est que finalement, ils mesurent un peu la solidité du couple, pour savoir si quand ils vont placer l'enfant, le couple va rester ensemble, parce que eux, c'est ce qui est l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Le nôtre, ils s'en moquent un petit peu. Mais du coup, ça les oblige à nous connaître finalement assez intimement, voire mieux que certaines personnes qui sont censées être nos amis ou nos copains, parce qu'ils nous posent beaucoup de questions, et puis ça dure sur tellement longtemps parce que l'agrément en gros se fait assez vite. Lui, puisque c'est un petit dossier là où il y a vraiment que des questions qui nous concernent, quelques entretiens et ça s'arrête là. Mais après toute la période d'attente, on continue à aller voir ces personnes-là régulièrement, en tout cas dans notre région, et on continue à avoir des entretiens. Eux nous préparent à l'arrivée de cet enfant-là. Alors c'est toujours un peu bizarre parce qu'ils nous disent bon, vous savez, c'est pas une garantie, mais nous préparent à l'arrivée de cet enfant-là avec toutes les particularités que ça peut entraîner, puisque c'est même si nous par exemple c'est un petit blanc blondiné visiblement, donc ça ne se voit pas si on va dans la rue avec lui. Mais il a quand même ses particularités, il y a quand même des moments où ça va apparaître, puis il va falloir être capable de lui annoncer, de lui en parler. Enfin, il y a quand même, donc il nous prépare sur beaucoup de choses comme ça. Et d'un autre côté, ça les oblige à nous connaître sur énormément de points, pour savoir aussi quel enfant ils peuvent nous confier, et puis comment nous on va réagir, et puis on se confie à eux sur énormément de choses finalement, sur les interrogations qu'on peut en avoir, soit sur notre passé, moi par exemple avec mon enfance qui était pas cool, ou par rapport à comment on va devoir réinteragir avec lui. Et en plus on les voit toujours, donc du coup on a toujours la possibilité de les appeler si on a besoin là pour lui, génial, pour savoir si tout se passe bien. C'est génial, c'est vachement humain même, c'est vraiment l'extrême inverse quoi. Oui, pour nous ça a été l'opposé total quoi. C'était, on sortait de choses complètement froides, déshumanisées et vraiment impersonnelles, à quelque chose où même si on a pu avoir des réticences au début, c'était vraiment nous considérer en tant que personne. Et pourtant, comme dit Johan, c'est pas notre intérêt qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Mais il y a quand même ce côté où on était des humains quoi. Si on a des interrogations en cours de route, ils sont là pour y répondre. Si on a de l'impatience, ils ont été là aussi. C'était vraiment super intéressant. Et après, je vais nuancer aussi, comme pour notre centre qui était pas bien, c'est chaque département qui gère ses adoptions en intra-départemental, et ça peut quand même différer d'un département à un autre. Donc nous, on est très bien suivis. C'est une volonté des conseils de famille
de connaître, d'avoir des écrits réguliers, des rapports réguliers sur les gens, leurs candidats à l'adoption. Dans certains départements, on passe l'agrément et puis on voit plus personne. Ouais. Et vous trouvez pas, enfin après on peut aussi effectivement penser à l'autre côté qui pourrait trouver que c'est peut-être un peu intrusif en fait une fois que vous êtes devenus parents, vous n'avez pas envie de rester en contact ou pour vous c'est pas le cas? Non, pour nous c'est pas le cas, surtout que c'est quand même ils sont pas sur notre dos tous les jours, hein. Si on a Mais déjà, il faut pas, il faut pas. Souvent, on voit on va dire le mythe de l'assistante sociale comme on la voit dans les films, qui va venir inspecter, etc. La maison, ce que vous faites, etc. C'est pas du tout le cas. Limite, ce qu'elle nous disait, c'est plutôt quand ils font, quand c'est pour les agréments pour la garde d'enfants, pour les assistantes maternelles, où là, effectivement, elle va venir voir comment ça se passe, etc. Parce que c'est pas la même chose. Mais pour nous, c'est pas le cas. Elle vient juste voir, elle est venue voir comment on vivait pour savoir dans quel cadre il allait être accueilli, mais elle a pas regardé si il y avait elle ouvre pas les placards, s'il y avait des prises de courant aux normes. C'est pas son problème ça. Elle vient juste voir si on a une famille normale en gros et si tout va bien et voilà. Pour le reste, ils sont vraiment là pour savoir comment ça se passe. Leur question principale, c'est comment ça se passe avec l'enfant en ce moment et est-ce que vous avez des questions. C'est finalement pas intrusif comme méthode. Pourtant, j'étais vraiment pas pour au début. Hein, pour vous donner une idée, moi, j'étais extrêmement réticent à faire ces entretiens-là au début. Oui, parce que, alors, déjà, j'aime pas qu'on fouille dans ma vie en général. J'aime bien, ça me dérange pas d'expliquer des choses quand j'ai choisi de le faire, mais sinon, j'aime pas trop qu'on pose des questions sur sur ma vie. Donc, du coup, j'étais pas à l'aise avec ça. Je suis plus maintenant, d'ailleurs, ça a peut-être changé avec ça. Et en plus, j'avais un petit peu peur à l'époque, vu que il y avait des problèmes de violence dans ma famille, que mon papa est mort quand j'étais petit, que j'ai perdu quasiment tout le monde parce qu'ils sont partis à droite, à gauche. Enfin, voilà. J'avais peur que ça joue contre nous, parce que c'était pas quelque chose on va dire, de standard qui rentre bien dans les cases. Et comme on entend un peu tout et n'importe quoi sur l'adoption, entre ce qu'on voit à la télé, les films, les reportages, j'avais un petit peu peur qu'ils disent oui mais non, vous avez pas un socle solide de votre côté en gros au niveau de la famille, c'est pas bon. Alors qu'en fait ce qui les intéresse eux, c'est comment on l'a géré, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et du coup finalement ça s'est bien passé ces entretiens-là, même si au début j'étais assez sur la défensive. Et maintenant j'ai voilà, au contraire ils ont trouvé que je l'avais bien géré, que je l'acceptais bien, voilà. Et pour eux c'était même un avantage. Ce qui était loin de ce que je pensais. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je n'ai plus eu de problème avec ça. Et effectivement, je comprends. Pour moi, qui était plutôt contre et qui disait mais on demande pas ça aux gens qui veulent avoir un enfant. Alors pourquoi on m'emmerde avec ça en gros. En fait, maintenant, je le comprends bien parce que c'est vraiment le but. C'est vraiment de nous préparer à ça et on peut pas être prêt si on n'a pas ces entretiens-là, si on n'a pas tout ce parcours-là avec eux. C'est extrêmement important pour pouvoir justement appréhender toutes les difficultés qui vont être liées à l'attente, à tout ce qui est avant, donc attente, déception, joie, puis redéception quand on vous dit ah il y en a qui arrivent et puis finalement bah non il y en a pas de dispo je suis désolé pour le terme mais en gros enfin voilà parce qu'il y a des recueils. Des fois, il y a ils changent d'avis. Du coup, voilà, ils essayent d'annoncer, mais pas trop, parce que quand ils sentent qu'on est vraiment au bout du rouleau, ils nous disent, voilà, on a eu des fois, ils nous disent, bah non, il y en a pas. Des fois, ils nous disent, bon, il y a eu quelques recueils, peut-être que. Et puis après, ils nous disent, bon, bah finalement, non, il y en a eu un peu moins que prévu. Voilà, vous avez ce côté tout le temps montagne russe, mais qui est bien géré parce que justement, on est avec des gens très humains, qui, contrairement à la FIV où il y avait ce côté porte dans la gueule à chaque fois, et où on vous disait, bon, bah ça a pas marché, vous revenez la prochaine fois, on recommence. Voilà, là il y avait quand même un accompagnement. Je me souviens qu'on les a appelés. Alors bon, là ça va pas trop. On peut venir vous voir. C'est pas du tout la même démarche quoi. Et c'est vraiment utile pour gérer tout ça. Et pour preuve qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est que quand on allait faire les rendez-vous des filles, en général après on allait faire un resto pour se consoler du rendez-vous. Alors que là, on faisait pas forcément de resto après. Ça allait très bien. On était toujours de bonne humeur quand on sortait des rendez-vous de l'adoption. D'accord. Même quand c'était des mauvaises nouvelles. Quel type de mauvaises nouvelles tu emmagasines en partant dessus? Pas de naissance, qu'il n'y a pas eu de naissance pendant 6 mois et que les dossiers sont retardés d'autant. C'était surtout ça. Hein. Bah c'est surtout ça. Ce qui est difficile comme position, c'est que finalement on attend qu'un enfant soit abandonné pour qu'on avoir un. Déjà c'est psychologiquement c'est un petit peu difficile. Alors eux nous expliquent que bah non, c'est lui donner une chance qu'il n'aurait pas eu, donc c'est quand même différent. On n'attend pas qu'il y arrive quelque chose de pourri pour que ça soit bien pour nous. Ils essaient de nous expliquer que ah non c'est bien pour lui quand ça lui arrive parce que ça veut dire que les gens ont finalement décidé qu'ils n'étaient pas aptes à s'en occuper pour
X ou Y et préfère le confier à une famille qui n'attend que ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Donc ça nous rassure un peu sur cette partie-là. Et après, effectivement, il y a ce côté attente où on espère, on vous dit, le délai c'est entre 4 et 5 ans. Mais il y a des indicateurs quand ils vous posent certaines questions. Des fois, on se fait des petits films aussi quand ils nous demandent certains trucs en se disant bon, alors peut-être que là, s'ils nous ont demandé où on en était avec la chambre, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc on se fait notre petit film voilà, on arrive remonté comme des Mickey, genre on va nous annoncer une bonne nouvelle et ils nous disent bah non, là il y a pas eu de recueil. Ça veut dire que ça repousse au minimum de 3 mois avec les délais, etc. Ou alors ils vous disent ah bah là on est encore sur les dossiers de 2014 alors que nous on l'a posé en 2015, genre bon ok donc non on s'est fait des films pour rien. Ça a toujours un petit côté on se dégonfle un peu quand on apprend ça, mais bon c'est ce qui est difficile à gérer au niveau attente. Ils sont là pour nous aider, donc ça a vraiment été quand même quelque chose de Serein. Ouais, serein et facile à accepter. Et puis comme ils sont très humains, que c'est quand même des gens, c'est leur métier aussi à eux d'être dans l'humain. Ils savent trouver les mots et et nous expliquer ce qu'il faut pour qu'on reparte, on va dire en meilleur état de leur bureau qu'on est arrivé des fois. D'accord, ouais. Effectivement, c'est que ces gens-là, ils travaillent dans l'humain, alors que les docteurs en PMA, ils travaillent dans le médical. Ouais. L'humain, finalement, ils connaissent pas. Hein. Ouais, ils ont peut-être pas le temps en fait finalement de gérer l'humain, l'aspect médical et le nombre de bébés en priorité, et ils ont pas forcément le temps de se pencher malheureusement sur comment vous vivez tout ça, quoi. Rentabilité, surtout dans le privé, hein, c'est voilà, on l'a bien senti. Hein, avec le recul, je pense qu'on n'aurait peut-être pas choisi de partir dans le privé, mais c'est vrai que on sentait vraiment que le mot d'ordre c'était oui, fabriquer des bébés, être efficace, de toute façon c'était marqué dans la salle d'attente, c'est déjà 10 000 bébés. Bon, forcément quand ça marche pas, on est forcément moins considéré parce que on fait baisser les statistiques. Hein. D'ailleurs, il y a un classement tous les ans qui sort maintenant des centres FIV en termes d'efficacité. Et je sais que quand on est allé, nous, dans notre clinique, c'était une des plus réputées de France. Hein, et quand on en est sorti, c'était déjà la dégringolade dans les classements. Et c'est toujours la dégringolade dans les classements. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que finalement, ils sont un petit peu en retard, les matériels est vieilli. Quand on voit que Johan a été hospitalisé sur un lit médicalisé, donc qui était cassé. Ça t'a marqué ça. Mais oui, mais dans le privé, c'est pour ça que ça me marque. Le lit était cassé, il souffrait, il avait besoin d'un deuxième oreiller, et grosso modo, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas à l'hôtel, quoi. Sérieux? Oui. Ouais. J'ai pas eu de deuxième oreiller du coup. Ah non. Mais non, c'était vraiment différent à ce niveau-là. De toute façon, il y a un autre indice qui fait que c'est quand même, on s'aperçoit bien que c'est très dur. Il y a énormément de couples qui ne survivent pas à la PMA, au process de la PMA. Il y a beaucoup de couples qui se séparent avant la fin parce que c'est extrêmement froid, que ça laisse les gens face à leurs difficultés. Il n'y a pas d'accompagnement. En gros, il y a un accompagnement psychologique juste avant, et où en gros le rendez-vous psy, je trouve c'est plutôt pour se dédouaner. Hein, c'est un petit côté un petit peu genre voilà, donc vous savez ce qui va vous arriver, vous signez là et on n'est pas responsable. C'est pas remboursé et en plus faut payer en espèces. Voilà, au passage. Ouais, ça c'est parce qu'ils avaient pas ce qu'il fallait pour le paiement, mais c'est la petite anecdote. Mais c'est vrai que on a un peu l'impression comme quand on va faire un truc sportif et qu'on vous dit voilà, si vous tombez, on n'est pas responsable et vous signiez là. Donc c'est un peu cet entretien là. Donc déjà ça quand même. Et à la fin, quand c'est terminé, il y a rien. Il y a même pas un rendez-vous obligatoire chez un psychologue ou voilà pour vous aider à encaisser le fait que ça soit un échec qui est quand même assez dur, quoi. On vous annonce que c'est en gros que c'est foutu, que vous aurez pas d'enfant naturellement, en tout cas c'est quasiment sûr que non. On vous envoie pas vers quelqu'un avec qui vous pouvez en parler, qui pourrait détecter une détresse ou quoi que ce soit. Voilà, je veux dire, c'est pas rien comme nouvelle. Et surtout que nous, on est rentré en PMA infertile et on est ressorti de la PMA stérile. Ouais. Donc c'est vraiment un vocabulaire qui est super important et on n'a pas du tout été ni soutenu ni orienté, ne serait-ce qu'être orienté, ne serait-ce qu'avoir un dernier rendez-vous qui nous dise voilà, nous on peut plus rien faire pour vous, vous pouvez aller voir telle ou telle personne, ça vous fera du bien, on vous le recommande grandement. Non, là c'est nous, déjà on m'a
téléphoné pour connaître mes résultats de ma dernière FIV. On m'a dit ah d'accord, et puis on a raccroché quoi. Ah ouais. Mais on m'a même pas proposé de reprendre un rendez-vous avec la gynécologue pour parler de ça. C'est-à-dire que si moi j'avais pas pris l'initiative de reprendre un rendez-vous derrière, ben ça se terminait comme ça, juste avec quelqu'un qui nous appelle pour qu'on puisse lui dire c'est négatif et voilà, point. Complètement lâché dans la nature, quoi. Vraiment, il y a quelque chose à ce niveau-là, et c'est pour ça que je pense que les gens qui sortent de la PMA sans enfant, on les entend plus, mais ça m'étonne pas. On leur a appris à se taire aussi, quoi. Et donc on n'a pas envie de réenchaîner là-dessus souvent. Enfin, c'est comme je dis, c'est quand même une déception extrêmement forte. Pour Christelle par exemple, parce qu'elle elle fait une croix sur la possibilité d'être enceinte, ce qui est quand même quelque chose de. Enfin, elle en parlera mieux que moi, mais qui est quand même quelque chose de très dur. Du côté de mon côté à moi, puisque là c'est plus mon côté qui ne fonctionne pas. Même si on a mis des difficultés des deux côtés en plus, quoi, mais c'est quand même plus mon côté. Moi, c'était vraiment pas possible et plus possible. Il y a aucun accompagnement là-dessus. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu allusion au fait que il y avait beaucoup de choses liées, dans l'éducation des enfants, enfin des garçons. Il y a quand même beaucoup de choses liées à la virilité par rapport par rapport à d'être un homme, sur le fait qu'on peut avoir des enfants, sur le fait qu'on peut avoir une certaine performance, on va dire, dans certains cas. Alors moi, je suis pas impuissant, je suis stérile je suis stérile, ce qui est pas tout à fait la même chose. Mais ça reste quand même très dur à encaisser. Il faut construire quelque chose parce que c'est pas naturel dans notre on n'envisage pas ça en fait. Médicalement, c'est pas quelque chose. Même médicalement, c'est pas quelque chose qui est envisagé facilement, puisque la première chose qu'on fait quand il y a un problème de fertilité dans un couple, c'est de faire des examens à madame. C'est pas le naturel que ça soit l'homme qui fonctionne pas en fait, et on nous éduque pas comme ça. Et d'ailleurs, on dit pas à un homme, faut aller chez l'urologue régulièrement, alors qu'en fait, il faudrait y aller aussi régulièrement qu'un gynéco. Ah ouais, tu vois même. Et ça, ça fait pas partie des choses. C'est pas dans l'esprit, on va dire. Voilà, un homme, c'est comme ça, ça marche, voilà, c'est tout. Il est censé fonctionner. C'est comme les gens qui ont des problèmes quand ils ont une panne ou quoi que ce soit. C'est tout ça, ça n'existe pas, on n'en parle jamais. Ça vient pas dans le discours, dans l'éducation. Et résultat, quand on vous lâche en vous disant vous êtes stérile, il faut quand même faire preuve d'une certaine résilience pour se dire ça ne remet pas en cause qui je suis, il y a pas de problème, je suis toujours l'homme que j'étais avant. De toute façon, ça marchait pas avant, je savais pas, ça changeait rien. Mais il y a des gens qui sont pas forcément capables ou dans la position, en tout cas à ce moment-là, psychologiquement, d'encaisser ce genre de choses facilement. Je pense que moi j'ai fait preuve de résilience parce que j'ai pris cher très tôt. Du coup un truc de plus ou de moins, c'est pas grave, on va gérer. J'ai la chance d'être très bien accompagné par celle qui a toujours été très rassurante là-dessus. Je pense qu'on a un couple qui est extrêmement fusionnel et solide à ce niveau-là. On se soutient toujours, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile, et comme il n'y a pas de suivi, si moi j'ai trouvé ça dur alors que j'avais tous les éléments, on va dire tout ce qu'il fallait pour l'encaisser, je me dis que pour d'autres ça doit être terrible comme situation. Et c'est une expérience que je ne souhaite à personne, parce que c'est quand même quelque chose de déjà parce que c'est quand même un peu pourri à la fin de pas pouvoir avoir d'enfants, mais en plus parce que c'est extrêmement difficile de s'en remettre et de supporter ça. Je sais pas comment, je suis pas sûr de trouver les mots exacts pour cette partie-là, mais d'être vraiment à l'aise parce que en fait c'est pas envisagé. Ouais. À la base, on n'envisage pas. C'est pas partie du scénario des possibles, quoi. C'est pas dans le scénario des possibles. D'habitude, c'est alors, on n'arrive pas à avoir des enfants. Madame, la plupart du temps, on vous dit, madame va prendre des hormones, ça ira mieux. Bon, on va faire une fille, voilà. Déjà, le côté c'est stérile, ça arrive vraiment vers la fin, en fait. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose. Ça vient pas tout de suite. Je pense que c'est une erreur dans notre société d'ailleurs de lier la virilité à ce genre de choses. En plus, on a déjà des petits problèmes là-dessus entre la virilité, la place de l'homme dans la société et de la femme, c'est assez compliqué. Mais en plus, on le lie à des choses qui ne devraient pas être liées ensemble. Quoi. Ça ne change rien. Mais je suis sûr qu'il y a des petits garçons qui le vivraient mieux d'ailleurs. Mais bon, si on le liait pas ensemble, c'est assez compliqué à gérer comme nouvelle, quoi. Ouais, j'imagine. Et justement, est-ce que vous êtes donc j'ai bien compris que votre centre ne vous avait pas accompagné sur quoi que ce soit vraiment là-dessus, mais est-ce que vous avez pris l'initiative, vous avez eu l'occasion de vous faire accompagner soit individuellement, soit en couple dans la gestion justement de ces nouvelles, de ce parcours?
Nous, en cours de route, on a pris un rendez-vous chez un psy, puisqu'on l'a revu, je crois que c'était après l'échec de notre FIV 3. Bon, bah, ça a eu l'efficacité. On va pas On a remettre la discuté, stagiaire au quoi. PLS. Oui, voilà, la stagiaire sortait les mouchoirs, mais Voilà, il y avait une personne en stage qui était là pour suivre le truc, elle a fait l'entretien, et en fait moi j'ai expliqué tout mon parcours, puisqu'on me posait des questions sur de quand j'étais jeune, etc. Et à la fin c'est elle qui avait des mouchoirs, donc ça c'est ça Un fait, peu je malaisant, sais quoi. pas si c'est vraiment Ouais. bon, du coup. mais sinon pas plus que ça, parce qu'en fait, comme ça s'est enchaîné relativement rapidement, nous on a fait nos 4 FIV sur 1 an et demi, quoi. Ouais, c'est hyper rapide. C'est vrai qu'il y a des gens qui galèrent en PMA pendant des années, des fois ça se compte en dizaines d'années. Nous, on a tout condensé. Il n'y avait pas d'autre choix de toute façon, puisque on n'avait pas d'autre possibilité. Ça s'est passé en 1 an et demi. On a foiré 2 stimulations, donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais sinon on avait tout torché en 1 an, quoi. Le bon point avec le cancer, c'est finalement, c'est que ça nous a permis déjà de le détecter tôt et de passer rapidement toutes les autres étapes, puisqu'on n'a pas eu les traitements alternatifs, puisque le seul traitement faisable, c'était la FIV ici, puisque de toute façon, le reste c'était pas possible. Donc ça a énormément raccourci le traitement. Il n'y a pas eu de test en plus puisque je ne pouvais pas moi produire de spermatozoïdes. Christelle, il savait, ça c'est la partie qu'ils connaissent bien, donc il y avait rien d'autre en plus à faire. Donc hormis les analyses sanguines et le délai à respecter entre les différentes FIV, ce fut assez rapide. Par-dessus ça, se rajoute le fait qu'il y avait que 4 paillettes, et normalement, quand on fait un essai de FIV, ce qui compte c'est la ponction. Il y a 4 FIV de remboursés par la Sécu, mais normalement ils peuvent congeler des Et ovocytes faire plus. pour refaire pour faire plus d'essais. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, nous on n'a jamais eu d'ovocytes congelés. Donc il n'y a pas eu de transfert en plus, donc les délais étaient assez courts. Et on était limité vraiment à 4, parce que des fois ils peuvent monter à 5, puisque de toute façon nous, on avait ce côté limité par le nombre de paillettes qu'on avait pu prendre à ce moment-là, en sachant qu'ils ne peuvent pas reprendre de paillettes après, puisque avec la chimio, ça stérilise tout, donc c'est foutu après. Donc ça, c'était vraiment limité à ça. D'ailleurs, pour renforcer le côté non suivi de ça, la dernière FIV, donc l'avant-dernière, ils ont appelé Christelle pour lui dire on va pas tenter de placer les ovocytes parce qu'ils sont pas beaux. Donc on va pas dépenser l'essai entre guillemets pour pas que ça crame un essai, et on refera plus tard. Le truc c'est que on a bataillé, Christelle les a appelés, j'ai appelé moi, elle a re-appelé derrière pour leur expliquer que nous on s'en foutait puisque de toute façon on en avait que 4. Ouais. Et que qu'ils soient pas beaux, c'était pas notre problème. On voulait essayer quand même parce qu'on sait jamais s'il marche. Et eux, en fait, voulaient juste pas faire baisser leurs statistiques parce qu'un essai qui n'est pas mené, en gros, voilà, et ne pas nous cramer un remboursement de la Sécu. Mais pour nous, c'était pas un problème, quoi. Voilà, on n'avait pas le choix. Et ça veut dire que la personne n'a même pas ouvert notre dossier à ce moment-là quand elle nous a appelé pour voir, parce que voilà, c'était évident que nous on voulait l'avoir, le faire le test. Et alors, question pour revenir, c'est à peu près à ce moment-là. Quand est-ce que vous avez eu le déclic adoption? Donc j'ai compris que c'était quelque chose que vous aviez en tête dès le début de votre histoire, mais dans votre parcours PMA, en fait, quand est-ce que vous vous êtes dit, écoute, finalement, on va passer par l'adoption, voilà, on va arrêter la douleur engendrée par le parcours médical? À la fin de la FIV 3, on a commencé à se renseigner sur comment on faisait concrètement, parce que déjà on voyait bien que ça fonctionnait pas. C'était voilà. À cette époque-là, il y avait une sorte de deadline d'âge pour pouvoir avoir droit entre guillemets à postuler pour un bébé né sous X. Le département en fait demandait à ce que le couple soit âgé en moyenne de moins de 35 ans. Et nous on arrivait vraiment en limite. Donc ça a précipité un petit peu notre décision de nous dépêcher. On a été convoqués aux réunions d'information. Moi, je me rappelle, j'étais sous traitement pour la FIV 4 et on avait terminé en fait toutes les FIV au premier entretien pour l'adoption pure et dure. Donc en fait, c'est vraiment cette petite combinaison entre ça marche pas, il y a une limite d'âge, on se fait vieux, etc., qui a précipité un petit peu les choses. Ok. Donc du coup, vous avez un jour on vous appelle et on vous dit qu'il y a un petit bébé qui vous attend. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce moment et me parler de ce petit garçon qu'on entend? Oui, qu'on entend s'est réveillé. On nous a téléphoné le fameux coup de fil. C'était le 2 janvier.
On a passé un Noël 2019 un peu mi-figue, mi-raisin, parce que ça commençait à être long et puis voilà, on n'avait pas trop le moral. C'était la deuxième fois qu'on lui mettait des cadeaux sous le sapin sans qu'il soit là, donc forcément ça commençait à devenir un petit peu long. Et le 2 janvier, je reçois un coup de téléphone. J'étais aux toilettes, donc j'ai pas décroché. Et j'ai dit à Johan, mais regarde, c'est le conseil départemental. Et j'ai cru qu'elle avait pas laissé de message, donc on a rappelé, mais comme on n'avait pas le numéro de poste et qu'il y a je sais plus combien 300 postes, on n'a pas su nous dire ce que c'était. Et finalement, elle a rappelé 1 heure plus tard. Et c'est Johan qui a décroché. Oui. Ben oui, puisque tu m'as dit c'est le conseil en tendant le téléphone et en ne décrochant pas. Il m'a dit mais décroche. du coup j'ai décroché et où quelqu'un m'a dit voilà, on voudrait prendre est-ce que vous êtes disponible pour venir lundi? C'est au sujet de votre dossier d'adoption. Donc elle nous a donné le nom de la personne avec qui on avait rendez-vous et puis voilà. On vous donnez plus d'informations. C'était un peu flippant quand même. Voilà, j'ai demandé pourquoi, c'est quoi l'objet du rendez-vous. Elle m'a dit c'est dans le cadre de votre dossier d'adoption. Point. On est quand même pas mal au courant de comment ça se passe, donc on était quasiment sûr que c'était le coup de fil qu'on attendait depuis des années. Le petit problème, c'est que, en plus, on était un petit peu échaudés avec la PMA, avec tout ça. Le petit problème, c'est que du coup, on n'osait pas y croire et que même si c'était 99,9%, on a bien appris que ça pouvait ne pas être ça, quoi. Du coup, ça a été un des week-ends les plus longs de notre vie, je crois, en attendant que ça soit bon, puisque c'était le 2 janvier, je crois que c'était le jeudi. Donc il y a eu vendredi, samedi, dimanche. Donc je crois que vendredi et samedi, on allait faire les choses très rares pour nous. Je crois qu'on allait faire des magasins. Non, si, il y a un moment, on est parti. Samedi, on allait faire des magasins. Vendredi, on est resté à la maison, voilà. Samedi, on allait faire dans un petit saut dans un magasin pour bébé, forcément. Et après, moi, j'ai bien occupé mon dimanche puisque j'ai été malade, ce qui du coup m'a permis de mieux supporter cette journée. C'est passé beaucoup plus vite de mon point de vue. Mais Christelle, elle n'a pas eu la chance d'être malade. Elle a été malade après. Oui, moi j'étais malade le mardi. Elle était malade le mardi puisque je lui ai gentiment partagé ma maladie. Mais elle, c'était après. Donc voilà, donc on est allé à ce rendez-vous le lundi après toute cette attente. Donc on a rendez-vous avec la responsable du service parce qu'elle se garde ce petit plaisir d'annoncer ça. Donc on est reçu par quelqu'un qu'on connaît pas. Alors qui est bien équipé, parce que quand on est arrivé, elle nous dit vous savez pourquoi vous arrivez et elle nous a annoncé directement qu'on était parents d'un petit garçon. Et elle a gentiment entendu un paquet de Kleenex à Christelle, instantanément. Elle a même pas attendu de voir la réaction. Non, elle n'a même pas attendu de voir la réaction, donc... Comment est-ce qu'on réagit, du coup, quand on apprend comme ça qu'on est parent? Vous devez être absolument surexcité, vous devez avoir les jambes coupées, j'imagine. En même temps, vous le saviez pas, mais je veux dire, quand on apprend qu'on est enceinte, on a encore... généralement 8 mois pour se faire à l'idée qu'on allait être parent. Et là, on vous dit, vous êtes parent. C'est pas vous attendez un bébé, vous êtes parent. C'est peut-être un tsunami absolument incroyable d'émotions. Comment ça s'est passé pour vous? Vous pouvez nous raconter? C'est difficile à décrire, parce que effectivement, tsunami, c'est bien le mot, quoi. On nous annonce qu'on est parent, mais on l'a pas encore vu. On sait pas trop comment ça va se passer. C'est pas encore tout à fait concret, quoi. Même si c'est finalement l'aboutissement de tellement d'années d'attente, etc. Mais c'est pas encore totalement concret. Et c'est vraiment c'est une avalanche, quoi. Moi je sais que j'ai les larmes qui ont coulé simultanément, quoi. Quand elle m'a sorti son mouchoir, j'ai pas pleuré, mais c'est sorti tout seul, quoi. Et c'est extraordinaire, quoi. Et puis elle nous montre 2 photos et je crois qu'on n'a pas dévissé notre sourire après depuis janvier. On a le sourire et c'est pas parti, quoi. C'est comme pour un accouchement, ça doit être le plus beau moment de notre vie jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est plus propre. Moi j'ai passé tout le rendez-vous à dire c'est super. À chaque fois qu'il y a des trucs genre oui, alors il est comme si il a 3 mois, c'est super. Voilà, c'est le truc qu'elle disait tout le temps. En fait, il y a rien à dire et ce qui est bizarre, c'est qu'elle vous annonce ça comme vous la connaissez pas. En plus
à la fois on a envie d'exprimer plein de joie et tout, mais il y a toujours une petite réserve quand on connaît pas les gens, donc du coup c'est un petit peu bizarre comme situation. En plus, comme c'est quelqu'un qu'on connaît pas et que nous, on a toujours eu un petit peu ce côté, on se dit, ils sont pas, j'espère qu'ils sont pas plantés de dossier, tu vois. Et c'est pas un truc avec presque le même nom, tu vois. Non, non, c'est bien le nôtre. Et puis quand ils vous disent voilà, il est comme ça, ils vous regardent, on se dit ils attendent une réaction de notre part. Donc bah moi, c'est la réponse. Du coup, c'était ah, bah c'est super. Parce que je savais pas quoi lui dire à cette dame qui était très gentille, hein, mais mais que je ne connaissais pas. Donc du coup voilà. Et puis après, bon bah dans le rendez-vous, ils nous décrivent un peu comment il est. Et on a encore un autre rendez-vous justement qui lui est plus concret parce qu'on a vu après notre psychologue qui nous a refait une mise à jour du dossier avec un peu plus d'infos. En ressortant, on a croisé l'assistante sociale dans le couloir, donc il nous a redonné encore quelques infos en plus. Voilà, une fois qu'on les a vus eux, ce sont elles qui nous suivent depuis presque 5 ans. Bah du coup, une fois qu'elles nous disent c'est bon, c'est celui-là, ça y est, on sait que on sait que c'est bon. On sait qu'on peut laisser libre cours à notre joie sans limite. Voilà, c'est fait. C'est le bon. Moi, je crois pas qu'il existe un mot dans la langue française, en fait, pour décrire ce que ça a pu être pour nous, tellement on avait été habitués à que des échecs, des galères, 14 ans de désir d'enfant. Il n'y a pas de mots, quoi. Pour moi, il n'y a pas de mots. C'est super, voilà. Ouais, t'avais trouvé les mots dès le début. Ah, vous avez disons, c'est magnifique, votre histoire. Et ce petit garçon, du coup, vous l'avez rencontré quand? Alors, comment ça se passe une fois qu'on vous annonce ça? Vous le rencontrez tout de suite? On le rencontre une semaine après. Ah ouais, c'est vachement long, une semaine quand même, une fois que vous savez que vous êtes parents. Alors, une semaine qui est à la fois longue et courte parce que alors nous on avait tout préparé avant. Il y a des gens c'est pas le cas. Nous on avait tout préparé avant, tout était prêt, le meuble, la chambre était montée, elle était peinte, voilà. Mais on avait quand même des trucs qui nous manquaient, donc on est allé acheter ce qui nous manquait. Ah bah c'était le premier jour des soldes. Voilà, en plus c'était le premier jour des soldes, on a fait une razzia sur tout ce qui pouvait nous manquer qu'on avait. Voilà, puis on a voulu se faire plaisir un petit peu. Voilà, on a bien occupé notre semaine. Puis il a fallu s'organiser pour le travail, puisque voilà, il fallait quand même moi que j'annonce à mon boulot que bah là ça y est, c'est parti là pour un petit moment. Surtout qu'on s'est organisé, on a pris une organisation qui est pas trop standard. D'habitude, sur les congés parentaux, c'est madame qui prend le plus long et monsieur qui prend en général 11 jours. Alors ça se découpe pas tout à fait pareil pour l'adoption puisque on peut le séparer comme on veut. Toujours les 11 jours supplémentaires si il est séparé en deux. Mais la différence c'est que le congé maternité, d'ailleurs il s'appelle maternité, c'est un congé médical. Donc il y a que madame qui peut le prendre, qui peut le prendre, monsieur à 11 jours. Là c'est pas le cas. Du coup on peut le séparer comme on veut. Donc c'est madame qui a pris les 11 jours. Et moi qui ai pris tout le reste. C'est vrai, génial. D'ailleurs, quand j'avais annoncé ça la première fois, ça l'avait fait moyennement fait rire, parce qu'elle avait l'impression que je lui piquais un truc. Mais finalement, en fait, c'était plus intéressant comme ça déjà parce que moi, ça me permettait d'être là plus longtemps, ce qui est très important au début avec l'adoption. Et puis en plus, tout bêtement, parce que financièrement, c'est plus intéressant aussi, puisque comme beaucoup de gens, mon salaire est plus élevé et ce congé-là est mieux remboursé qu'un congé parental. Comme son salaire, le salaire de Christelle est plus bas, la différence était moins. Donc ça me permettait moi de rester plus longtemps et qu'on ait un remboursement plus conséquent sur mon salaire et que Christelle puisse enchaîner directement sur le congé parental. Surtout que la petite astuce, encore une fois, par rapport au congé maternité, c'est que le congé d'adoption est enlevé du congé parental. D'accord. Alors le congé parental est doublé pour l'adoption, on a le droit à 1 an. Au lieu de 6 mois, voilà, donc ça c'est super. Mais par contre, si elle avait pris 4 semaines, en fait, elle n'avait le droit qu'à 11 mois de congé parental. Du coup, c'était idiot. Donc, elle a pris 11 jours plus ça, et moi, j'ai pris ça. Ça nous a permis de profiter, d'être là avec lui. Et du coup, on a pu s'organiser pour aller faire la semaine d'adaptation pour aller le rencontrer. Où ce premier jour est assez exceptionnel quand on va le voir, parce que on va le rencontrer à la pouponnière, puisque lui, il était en pouponnière. Des fois, ils sont en famille d'accueil. Comment dire, c'est assez étrange parce que lui, il a une référente, et une psychologue aussi qui s'occupe de lui. Là où il est, donc vous rencontrez d'abord la psychologue qui connaît les bébés, qui a plein de choses à vous raconter sur lui. Alors on n'a pas l'impression comme ça qu'on pourrait raconter plein de choses sur un bébé, mais ça dure quand même un bon petit moment et il y a quand même plein de petites choses à raconter. Et ensuite il y a une pièce dédiée à ça qui sert à rencontrer, donc dans laquelle il est arrivé un petit peu avant nous, je crois la veille, qui sera la pièce qui est consacrée à la rencontre et pouvoir couper par rapport à sa vie d'avant en gros. Donc c'est une pièce de transition. Et donc le premier jour, vous rentrez dans cette pièce-là. Il est sur son lit, dans son transat, tourné vers nous.
et vous n'avez pas le droit de le toucher. Il y a tout le monde qui est là, donc sa psychologue, sa référente, notre psy, et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et vous êtes tous les deux, nous on se retrouve tous les deux devant ce petit bonhomme qui fait des petits bruits et voilà qu'on attend depuis tellement longtemps et qui nous connaît pas, donc qui regarde sa référente qui s'occupait de lui quasiment depuis le début où il est arrivé. Puisque c'est elle qui va le chercher là-bas à l'hôpital, donc vraiment elle s'occupe de lui quasiment exclusivement. C'est très intimidant de par les gens qui sont là, de par lui qui vous toise finalement depuis son petit transat. Ça fait une sorte de petit trône où il vous regarde comme ça au milieu. Et voilà, donc on lui a donné le doudou qu'on avait, avec lequel on a dormi plusieurs jours ou semaines avant pour qu'il prenne l'odeur. Alors apparemment ça a été un coup de foudre de doudou. Il l'a pris, il se l'est calé directement dans la bouche. Donc visiblement il a délaissé le sien et il a plus trop utilisé les siens. Donc elle nous a dit ça c'est super parce que du coup ça l'habitue à nous. Et voilà, et ça dure 30 minutes. Ça peut 45. durer entre un quart d'heure et 45 minutes maxi. Nous, ça a duré une demi-heure. Ouais, un peu plus d'une demi-heure. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il fatigue. Pour lui, c'est beaucoup d'émotions. Ça peut arriver des fois qu'il pleure dès le début. Du coup, des fois, le rendez-vous est plus court. Parce que, lui, c'est son seul moyen d'exprimer les émotions. Donc, il pleure ou il rigole. En gros, ils ont que deux options. Donc, il rigole, il sourit. Nous, on a du bol, il a souri. Du coup, ça s'est bien passé. On a eu le droit de lui toucher le bout du pied avant de partir et puis terminer. Des fois, ils pleurent parce que c'est trop d'émotions pour eux. Ça veut pas dire que ça va mal se passer après, hein, mais et du coup, j'imagine même pas pour les parents comment ça doit être décevant qu'ils se mettent à pleurer comme ça quand ils les regardent. Nous, on a eu le droit à un sourire dès le début, donc on a été, ça s'est très bien passé. Il a même rigolé un peu et gazouillé avec nous, donc c'était chouette. Voilà, c'est la rencontre. C'est extrêmement plein d'émotions, c'est très long et en même temps c'est sur un temps tellement court. C'est vraiment bizarre, quoi. Ça, c'est génial. Et alors, coup de foudre immédiat. Et vous le ramenez à la maison une semaine après? Eh ben, on le ramène à la maison une semaine après. Toute cette semaine est assez longue puisque nous on retourne le voir tous les jours après. Là-bas, on passe de plus en plus de temps. La première fois, on va le voir et on n'a pas le droit encore une fois, je crois qu'on a juste eu le droit de le prendre dans nos bras. C'est la référente qui s'occupe de lui, qui le change, qui lui donne à manger. Enfin voilà, donc on a juste le droit de le prendre un peu. On est venu, là, ça dure quelques heures. Le lendemain, on revient pour avoir le droit de on lui fait sa toilette le matin et on lui donne un biberon, je crois. Donc on a été là quelques heures le matin. Après, on repart. Après le troisième jour, on passe la journée entière avec lui et la référente où on lui fait les soins qu'il peut avoir du bébé, quoi, le laver, le biberon, le changer, ce qui est une joie, bon, moins après, mais là à ce moment-là, on est émerveillé même de le changer. Les 2 derniers jours, on a un jour où on est quasiment tout seul avec lui, elle vient nous voir de temps en temps, et un jour où on est tout seul et on va la chercher si on a besoin d'elle. Donc ça c'est le vendredi. Le samedi, on a le droit de l'amener à la maison, mais il faut le rendre le soir. Voilà, ça c'est un petit peu dur, donc on l'amène et tout. Alors après, pareil, avec le recul, on comprend mieux pourquoi, parce que c'est très fatigant finalement comme chose. C'est fatigant pour nous parce qu'on est hyper attentif à ce qu'il fait, c'est émotionnellement c'est très fatigant et pour lui aussi, puisque du coup, on s'est aperçu que plus ça avançait, plus il avait du mal à s'endormir là-bas, plus voilà. C'est vraiment en fait, il a besoin d'être rassuré, donc de retrouver des choses. Quand on l'a ramené le samedi soir, il fallait qu'il dorme là-bas, mais en même temps, on est resté avec lui très tard, jusqu'à qu'il s'endorme et tout, parce qu'il avait besoin de se rassurer, de retrouver un endroit qu'il connaissait. C'est beaucoup de changements pour lui d'aller dans une nouvelle maison. On se rend pas compte, en fait, je pense que la plupart du temps, les gens s'en rendent pas compte quand c'est on va dire un bébé qui arrive naturellement, parce que les choses se font par étapes, mais pour lui, tout est nouveau. La maison, les bruits de la maison, par exemple, on a eu le même problème quand on a rencontré les grands-parents pour la première fois. Les bébés entendent les voix quand ils sont dedans, les bruits, etc. Donc, il y a quand même des choses qu'ils connaissent, même s'ils sont dans le ventre de maman, et que là, lui ne connaît pas. Donc, l'aboiement du chien, le bruit des tondeuses, tout ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'il connaît pas du tout. Et donc pour lui c'est extrêmement fatigant, et quand il revient là-bas, c'est un lieu qu'il connaît, où il connaît les sons, il connaît les bruits, les gens qui passent dans le couloir, tout ça c'est normal, donc ça le rassure énormément. Donc il passe sa nuit là-bas, sa dernière nuit, et on retourne le chercher le dimanche matin.
te dire qu'on est arrivé à l'heure. Et là, ça y est, on l'emmène et il est à nous, en gros. Faut revenir encore une fois après, mais il a le droit de dormir à la maison, donc il passe sa première nuit à la maison. Ça s'est bien passé. On s'est dit, c'est formidable, il dort super bien. Bon, il dort bien dans l'ensemble, mais bon, après, il nous a fait déchanter quelques fois quand même sur les premières semaines. Mais voilà, donc il a dormi à la maison. On est un peu resté comme de ronflants pendant un petit moment avec une fois qu'il dormait, parce que c'était quand même émotionnellement, encore une fois, plein de choses. Et le lundi, on le ramène une dernière fois pour qu'il fasse le au revoir là-bas. Donc on revient. Nous, on reste dans la pièce où on l'a rencontré pour signer les papiers avec la représentante du barreau. Il nous faut signer un contrat, en gros, d'adoption, puisqu'il n'est pas encore à nous. Officiellement, il a toujours son état civil. Il sera rattaché sur notre état civil une fois que l'adoption plénière sera prononcée. Donc ça passe c'est un juge qui fait ça. Voilà, c'est 6 mois après. Il y a un rapport qui est fait sur comment ça se passe chez nous pour qu'il puisse prononcer l'adoption plénière. Et là, il sera à nous, ça y est, c'est le nôtre. Mais c'est déjà le cas, hein. C'est vraiment, il garde cette possibilité-là en cas de problème. Et d'ailleurs, il y a 2 clauses un petit peu bizarres sur le contrat, puisqu'à la fin, il y a 2 clauses qui disent qu'on s'engage à le rendre si on nous le demande, et que si on le ramène pas, ils viennent le chercher, quoi. En gros, et qu'on est d'accord avec ça. C'est bon, ok, voilà. Donc c'est un contrat qu'on doit balader avec lui, parce que comme pour l'instant, il a pas d'état civil, enfin, il a pas notre état civil et de carte d'identité, il faut qu'on puisse prouver qu'on a le droit de l'avoir. Donc c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, et ils nous ont confirmé ça, qu'il y avait un vide juridique quand on l'emmène chez nous le premier week-end, parce qu'en fait, on n'est pas censé l'avoir avec nous. Ouais. Et que si on a un contrôle, ça peut être embêtant. Alors, ils en ont jamais eu, donc visiblement ils comptent là-dessus. Mais en fait, il y a un vide juridique à ce moment-là. C'est pas prévu dans les papiers. Pourtant, ça fait longtemps qu'on fait des adoptions et qu'il y a ce genre de process. Mais voilà. Et là, donc, elle l'emmène. Sa référente l'a emmené et il a fait le tour de tout le monde pour dire au revoir à ses co-bébés qui étaient avec lui là-bas. Sa référente de jour, sa référente de nuit, puisqu'il y a 2 personnes qui s'occupaient de lui, puis les autres personnes. Et puis après, ça y est. Voilà. Et on voit bien pendant tout le process, pendant toute la semaine, qu'il y a vraiment un phénomène de détachement de son ancienne vie pour s'attacher à nous. Les premières fois, il lâchait jamais sa référente des yeux, qui est une personne qui était très gentille d'ailleurs. Et vers le milieu, il y a un moment, je me souviens, on le promenait dehors, elle est venue lui dire au revoir. Et en fait, c'est nous qui l'a regardé. Et il a dit, ah, ça y est, il a passé, voilà, vous avez pris le relais, et voilà. Et effectivement, il le fait de plus en plus, de se raccrocher à nous. C'est vraiment, c'est fou de voir comment ça se passe, parce que du haut de ces 3 mois, pendant très longtemps, on a pensé que les bébés n'étaient pas très intéressés par ce qui se passait autour d'eux, on va dire, et qu'ils comprenaient pas. Et en fait, ils comprennent énormément de choses. Ils ressentent beaucoup de choses. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de l'exprimer. Mais on voit bien qu'il y a un changement, qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, et que c'est nous qui allons nous occuper de lui. Et en plus, dans la région où on est, c'est très bien fait, c'est très rodé. Et ils font ça, voilà, il y a vraiment tout ce process d'adaptation et de passage de relais finalement qui est extrêmement bien fait. Ça, c'est génial. C'est génial. Écoute, c'est super intéressant en tout cas. Merci beaucoup pour tout ça. S'il y avait un conseil, quelque chose que tu aurais voulu savoir avant de te lancer dans tout ce parcours au global, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi du coup il y a en 2006? Qu'est-ce que j'aimerais me dire à moi en 2006? Waouh. Qu'il faut être patient. Qu'il faut être patient. En fait, il y a rien de garanti, mais ça vaut le coup d'attendre. Voilà. Il y a rien qui est garanti. Ouais, c'est ça. Rien n'est garanti, mais ça vaut le coup d'attendre. Il y a rien qui se passe comme prévu. Mais t'inquiète pas. Voilà. C'est ça. C'est le meilleur conseil que je pourrais me donner. Et je pense qu'on pourrait se donner tous les deux. On pourrait se donner tous les deux, oui, tout à fait. C'est vraiment. Tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais au final ça vaut le coup, et tout ce que tu vas vivre, même si c'est des mauvaises choses, ça va t'aider pour la personne que tu seras justement en 2020 et qui est une personne que tu aimeras être. Écoute, merci beaucoup à tous les deux pour ces super conseils. Je pense que c'est bien sûr, vous avez galéré, vous avez eu un parcours qui n'a pas été facile, qui a été douloureux, mais finalement ces conseils et votre parcours instille énormément d'espoir pour celles et ceux qui galèrent notamment. Je vous remercie vraiment du recul que vous prenez pour nous raconter votre histoire. Et puis tous les trois, vous respirez le bonheur et je vous souhaite vraiment que ça dure très longtemps.
Comment est-ce qu'il s'appelle ce petit garçon alors du coup? Il s'appelle Ozzy, c'est papa qui a choisi. C'est le diminutif, son nom complet c'est Ozymandias. C'est un des titres de couronnement de Ramsès II et ça veut dire le roi des rois. Waouh, bah attends, il en fallait pas moins. Voilà. Génial. Là, j'adore quand les prénoms ont une histoire comme ça, c'est super. Alors en tout cas, un immense merci à vous deux, à vous trois d'ailleurs aussi, puisque tu as un petit peu participé aussi, le premier bébé qui prend place sur le podcast. Merci donc d'avoir pris le temps de raconter votre parcours, d'être rentré voilà dans les détails, d'avoir partagé les espoirs, la douleur, le processus, l'aspect psychologique de votre parcours. Vraiment, je pense que c'est super intéressant. Je pense que voilà, ça aidera aussi beaucoup. Pour finir, est-ce qu'il y a un dernier petit mot que vous voudriez ajouter avant qu'on se dise au revoir? Non, merci à toi, surtout d'avoir permis à Johan de s'exprimer parce que c'est vrai que les hommes s'expriment pas énormément sur ces parcours-là et c'est bien dommage. Donc ça fait plaisir de lui donner la parole et puis de voir que ça va commencer aussi à se libérer de ce côté-là, que les hommes retrouvent la place qu'ils méritent sur la PMA et sur ces parcours qui sont pas que féminins. Et voilà. Donc c'est nous qui te remercions. Avec grand plaisir. Oui, c'est très important pour moi d'avoir pu partager ça. C'est vraiment quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur parce que c'est pas facile et puis c'est pas courant de qu'on puisse exprimer ses ressentis sur ces questions. Moi, je suis très content d'avoir pu le faire. C'est très important. On s'est essayé d'expliquer que la PMA, c'est les deux. C'est important qu'il y ait un soutien pendant la PMA pour que les deux personnes se soutiennent tout le temps. On a vu des gens qui étaient, j'ai vu des femmes qui étaient toutes seules pendant la PMA. Et j'ai trouvé ça quand même un petit peu. Je me suis dit que ça devait être difficile pour elles. Alors, je suppose que Monsieur a pas pu se libérer ou quoi. Enfin voilà, mais c'est quand même très difficile. C'est dommage que ça soit pas plus mis en avant. Je pense que c'est très important d'avoir un soutien comme ça et d'être deux. C'est un parcours qui se fait à deux et donc du coup c'est un parcours dont tout est à deux, dont toutes les conséquences sont à deux, car les réussites et les échecs. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir en parler. Voilà. Donc je te remercie de m'avoir laissé la possibilité d'en parler. Et puis je serais content aussi d'avoir partagé ma joie concernant l'arrivée d'Ozzy aussi, puisque c'est quand même quelque chose qui change énormément ma vie et que voilà, comme tu peux entendre, il est de très bonne humeur. Bah, c'est génial. Super. Écoutez, à tous les trois, je vous souhaite vraiment plein de bonheur. J'espère que voilà, tout continuera à rouler comme ça. Une super continuation à tous les trois. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à toi. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alors-c'est-pour-bientôt-podcast et pour témoigner, direction le site internet alors-c'est-pour-bientôt-podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.